Mais bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir dans le cadre de Green IT Day à cet atelier qui porte sur l'éco-conception de services numériques. Donc, il en a été question à plusieurs reprises des services numériques. Et donc, j'animerai cet atelier en donnant tour à tour la parole à un de mes collègues de l'ADEME et à deux représentants d'entreprise, une grande et une petite, qui ont engagé une démarche d'éco-conception de services numériques. Donc tout d'abord, interviendra Erwan Fanja, qui est en charge du pôle numérique et durabilité à l'ADEME à Angers et qui nous parlera de l'action engagée par l'ADEME et des dispositifs d'accompagnement qui sont proposés, tant au niveau national que dans nos régions. Puis Emmanuel Laroche, qui est Sustainable IT Manager chez Airbus, qui nous fera part de l'appropriation du sujet dans une grande entreprise et de l'action qui est engagée. Et nous terminerons par Claudia Zimmer, qui est dirigeante de la société SAIM, qui nous fera part également de son expérience dans une petite entreprise de la région Occitanie. Donc, le sujet en fait de l'éco-conception. Ah, j'ai un petit souci de... Pardonnez-moi. Je ne veux pas aller sur la deuxième page. Alors, on va remettre ça en route. Ça y est. Voilà. Voilà, ça y est, c'est parti. Donc, vous avez nos visages à chacun. Alors, moi-même, je suis en charge d'économie circulaire à la direction régionale de la... Donc, le sujet de l'éco-conception de services numériques, c'est encore un sujet en pleine exploration et qui fait l'objet à la fois de travaux de recherche, mais aussi d'expérimentation, et puis qui suscite aussi, bien sûr, de l'intérêt au niveau national dans les différentes propositions qui vont être faites d'un point de vue législatif. Donc, les premières expériences sont effectuées ces dernières années en éco-conception logicielle, montrent leur efficacité pour réduire les impacts et augmenter la performance environnementale des programmes informatiques. Donc, dans ce contexte, l'ADEME s'efforce de jouer le rôle d'accélérateur et de rassembler une communauté d'acteurs autour de ce thème afin d'enrichir à la fois leurs connaissances, puis de permettre le développement d'outils, de guides et de méthodes qui facilitent l'éco-conception des futures solutions numériques. Donc, c'est ce qui sera détaillé par Erwan Fanja. Alors, pour planter de décor, je souhaitais vous présenter rapidement l'opération collective Green Concept. Je ne vous passerai pas la vidéo qui résume cette opération, parce que ça prend un petit peu trop de bande passante. On a fait un test, ce n'est pas terrible. Donc, je vais juste vous présenter les résultats principaux de cette opération. Donc, elle a été citée ce matin à plusieurs reprises, puisqu'on a plusieurs acteurs qui sont très engagés en Occitanie, qui ont participé à cette opération collective, comme OVA, comme ISIA, comme Urban Solar et bien d'autres. Donc, c'était entre 2017 et 2019, un partenariat, comme vous pouvez le constater, d'un certain nombre d'acteurs régionaux et très impliqués sur ces questions-là. Et puis, un groupement de prestataires qui ont apporter leurs compétences pour accompagner ces entreprises. Et enfin, un soutien des institutions. Donc, quelques résultats importants à ce moment-là. Donc, 113 collaborateurs mobilisés, une cinquantaine d'actions d'amélioration qui ont été proposées dans tous les domaines sur un service numérique et 63% en moyenne de réduction des impacts environnementaux. Ça ne touche pas que les questions d'effet de serre, c'est également des impacts en matière de toxicité, en matière de consommation, y compris de consommation d'eau, puisque en matière d'éco-conception, on parle d'analyse de cycle de vie. Et donc, dans un service numérique, eh bien, il y a le cycle de vie, entre autres, des matériels qu'on peut utiliser pour faire fonctionner un service numérique. Et je pense que Erwan reviendra là-dessus. Enfin, cette opération a permis, a été largement diffusée, médiatisée au sein de réseaux d'acteurs du numérique et impliqués dans les questions environnementales. Donc, une trentaine de conférences en France, mais également à l'étranger. Un livre blanc
cette vidéo, des fiches retour d'expérience, de nombreux articles dans la presse et bien sûr un site internet que je ne vous ai pas cité, qui est le site Green Concept, où vous pouvez retrouver un certain nombre de ces informations. Donc là, je vais donner la parole justement à Erwan Fanja pour vous détailler les accompagnements de l'ADEME pour se lancer dans les conceptions de produits et services numériques. Erwan, Oui. à toi. Merci Véronique, bonjour à tout le monde. Donc effectivement, je suis Erwan Fanja, je travaille à la direction économie circulaire et déchets, donc qui est au siège social de l'ADEME à Angers. Et donc je travaille dans le service éco-conception et recyclage, donc sur les sujets liés à l'éco-conception et puis les sujets liés aussi à l'évaluation environnementale du numérique et à l'allongement de la durée d'usage des produits. Donc avant peut-être de démarrer sur la partie éco-conception, faire un bref rappel des enjeux du numérique. Donc la question du numérique, elle est en ce moment au cœur des débats avec plusieurs lois qui ont été votées et puis une loi spécifique au numérique qui est en cours de discussion à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et donc cette question des impacts environnementaux du numérique, pourquoi? Parce que c'est un des seuls secteurs qui finalement ne diminue pas notamment ses émissions de gaz à effet de serre et avec des prévisions dans les années à venir qui sont plutôt des prévisions de hausse, voire de forte hausse. Donc quelques chiffres là que vous pouvez lire sur le transparent. Tout ça pour dire que le numérique, quand on regarde d'un point de vue environnemental, les impacts ne sont pas dématérialisés, ils sont bien réels. Si tu peux passer. Voilà, donc quand on regarde pardon, les impacts environnementaux du numérique avec des analyses de cycle de vie, donc on va regarder dans le cycle de vie toutes les étapes de la fabrication avec l'extraction notamment des métaux pour fabriquer ces composants numériques, en passant par le transport et la distribution, par l'usage et par la fin de vie. On voit que les impacts au niveau monde sont loin d'être négligeables, avec 3 à 4% suivant les estimations, ce qui correspond à peu près au secteur aérien. Et puis au niveau France, on est à un peu moins de 3% des émissions de gaz à effet de serre sur la question des gaz à effet de serre. Mais quand on regarde une analyse multicritère, ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est qu'il y a d'autres indicateurs comme l'indicateur ressources qui sont au moins aussi importants, avec des impacts qui sont importants et des trajectoires à 2040 ou 2030 en forte croissance, contrairement à beaucoup de secteurs d'activité. Ce qu'on voit dans l'analyse de cycle de vie, c'est que aussi la fabrication des équipements, elle est prépondérante dans les impacts environnementaux du numérique, puisque ça représente entre 60 et 80% du bilan, notamment en France, puisque la partie usage est un peu diminuée du fait de l'utilisation d'électricité nucléaire. Donc ces enjeux environnementaux et cette part de fabrication montrent que si on veut agir pour baisser les émissions, les impacts environnementaux liés au numérique, il faut agir sur l'allongement de la durée d'usage des équipements. Et donc ce que à l'ADEME nous faisons sur cette question du numérique, si tu peux passer Véronique. Alors avant de passer sur ce qu'on fait à l'ADEME,
déjà, la partie éco-conception, donc c'est quoi l'éco-conception? C'est l'intégration des aspects environnementaux dans la conception et le développement de produits avec pour objectif la réduction des impacts environnementaux négatifs tout au long du cycle de vie d'un produit. Donc tout ça est normé et se base sur des analyses de cycle de vie avec différentes briques, la partie terminale étant prépondérante dans les impacts, mais aussi une brique serveur avec les centres de données, la brique réseau et puis la brique logicielle, le tout constituant les services numériques. Alors, sur cette question numérique à l'ADEME, ce qu'on fait, notamment dans mon service, si tu peux passer. Voilà, donc il y a plusieurs aspects sur lesquels on travaille. D'abord, évaluer les impacts, ça veut dire d'une part travailler sur des référentiels et des bases de données qui permettent ensuite d'être utilisées dans des études. D'autre part, sur la base de ces référentiels, évaluer les impacts environnementaux du numérique. Donc en ce moment, notamment, on a une étude qu'on mène avec l'ARCEP qui vise à évaluer l'impact environnemental du numérique en France, avec des résultats qui seront publiés fin novembre, et puis une analyse prospective à 2030 et 2050. On travaille aussi auprès de la sensibilisation des publics, donc notamment on a financé avec l'Institut du numérique responsable et puis avec Airbus aussi, un MOOC numérique responsable que vous pouvez retrouver notamment sur notre site ou sur le site de l'INR, et puis tout un tas de guides grand public, d'infographies ou de vidéos, et puis une campagne spécifique dédiée au numérique, ADEME, une large campagne qui va démarrer fin novembre sur cette question spécifique des impacts du numérique. Et puis l'accompagnement à l'éco-conception. Donc historiquement, on le fait depuis pas mal de temps. Donc Véronique en a parlé. On a aidé Green Concept notamment. Et puis il y a tout un tas d'autres dispositifs de soutien que je vais vous présenter là, avec en plus aussi un travail sur les référentiels d'éco-conception et notamment un référentiel porté par interministériel sur un référentiel d'éco-conception des services numériques qui devrait sortir assez rapidement. Pardon. Alors sur la partie financement qu'on peut mettre en place au sein de nos directions régionales ou au sein du siège, si tu peux passer. Il y a plusieurs dispositifs que vous retrouverez tous sur notre plateforme qui s'appelle la plateforme Agir, avec d'abord, et donc notamment à travers le plan de relance 2021-2022, qui sont accessibles pour les PME et les grandes entreprises, avec un montant qui est assez important puisqu'on a 40 millions d'euros. Et on a différents dispositifs qui existent. Le premier dispositif étant un dispositif pour soutenir la recherche et le développement, qui sont assez générales à l'éco-conception, mais avec des focus sur certains sujets, dont le sujet de l'éco-conception numérique. Donc la recherche et développement, c'est notre appel à projet qui est annuel, qui s'appelle Perfecto, qui vient de se terminer là il y a 1 ou 2 mois et qui sera relancé en début d'année prochaine avec des volets numériques et notamment pour financer toute la partie référentielle numérique. Ensuite, un autre dispositif qui va se terminer assez rapidement, qui s'appelle Tremplin, qui est un dispositif très large, mais qui permet aussi notamment de financer les premiers pas en éco-conception et notamment en éco-conception de projets numériques. Enfin, un dispositif lié à l'éco-conception. Alors, c'est pareil, d'une manière assez large avec un focus sur le numérique. D'abord pour financer des études en éco-conception numérique. Donc,
on va financer notamment des diagnostics qui vont permettre de mettre en place ensuite par la suite de l'accompagnement à des démarches d'éco-conception et jusqu'à un dispositif aussi qui permet de financer de l'investissement une fois que toute la partie diagnostic a été réalisée et la partie accompagnement a été réalisée. On peut aller jusqu'à financer de l'investissement pour permettre de réaliser les projets d'éco-conception numérique. Donc voilà, tout ça, vous le retrouverez je vous invite à aller sur la plateforme Agir et avec des détails que vous retrouverez sur cette plateforme. Merci Erwan. J'en profite pour dire que je suis aussi votre interlocutrice en région Occitanie sur ces dispositifs d'éco-conception. Donc n'hésitez pas à m'adresser un message si vous avez des questions sur le sujet. Je vais donner la parole à Emmanuel qui va nous présenter l'action qui a été engagée chez Airbus sur ce sujet de l'éco-conception de services numériques. Comment une grande entreprise se saisit du sujet et toi, Emmanuel. Merci Véronique, bonjour à tous. Donc, alors je ne vois pas la planche, si tu peux l'activer Véronique. Là, on est encore sur la planche ADEME. C'est ça. Donc, juste pour dire que lorsqu'on initie une démarche de numérique responsable dans une grande entreprise, moi j'ai pour coutume de dire qu'il est bon de commencer par la formation. Alors, je ne l'ai pas précisé, donc je travaille sur ce sujet chez Airbus, mais je suis aussi directeur de la communication de l'Institut du numérique responsable, qui a été créé en 2019. Et Airbus a commencé vraiment la démarche Sustainable IT en janvier 2019. Donc, j'ai eu de la chance, là, j'arrivais au bon moment. Et donc, cet institut travaille sur les différents impacts environnementaux et sociétaux du numérique et a quand même permis un large partage de retours d'expérience entre grandes entreprises et c'est ouvert depuis à tout type d'entreprises, de collectivités, d'associations. Alors là, c'est la planche de Syme. Hop, voilà, c'est ça. Merci Véronique. Donc l'Institut du numérique responsable a permis d'accélérer, d'aller vite en bénéficiant du retour d'expérience d'autres grandes entreprises. Et donc j'ai pour coutume de dire que quand on commence une initiative de ce type, il est bon de travailler sur la formation. Donc il y a des formations de type généraliste, par exemple Green IT État de l'art, au sein de l'Institut du numérique responsable pour les membres. Il y a des formations aussi qui sont animées régulièrement. Et puis, il y a des formations plus spécialisées sur les analyses cycle de vie, on en a parlé, pour vraiment mesurer l'impact environnemental d'un service numérique, d'une fonction. Et puis, des formations en éco-conception. Et donc, aujourd'hui, voilà, on discute de l'éco-conception. Alors, il y a l'éco-conception des équipements. Donc, chez Airbus, on fabrique des équipements en avionique. Ça, j'en parlerai pas trop. C'est du système embarqué. Il faut savoir que les systèmes embarqués, surtout dans l'aéronautique, sont plutôt forts en éco-conception parce qu'on est dans un environnement très contraint en termes de masse, en termes de durée de vie des équipements. Ce sont des équipements qui doivent durer 30 ans. Donc autant vous dire qu'on n'a pas le dernier soft à jour avec la dernière puissance de microprocesseur pour pouvoir faire tourner tout ça. Donc on est obligé de faire de l'éco-conception et on a des champions de l'éco-conception soft qui travaillent sur ces sujets-là et qui s'ignorent parce que ça n'a pas été pour des raisons environnementales qu'ils ont travaillé sur ces sujets. Au sein de la direction informatique, donc, on a lancé une démarche sur l'éco-conception des services numériques. On a fait 2 formations. Une première formation qui est de La Rochelle, parce que La Rochelle est une ville qui s'est fortement impliquée et son université s'est fortement impliquée sur ces sujets-là. L'Institut du numérique responsable a son siège qui est à La Rochelle, enfin, disons que son adresse mail est à La Rochelle. Au-delà de l'éco-conception, voilà, sur le service lui-même, on a fait une formation donc, qui était avec des personnes qui sont des architectes, des développeurs, des gens de tous les horizons, donc ce qui a permis
de croiser les compétences, de s'enrichir mutuellement de ce qui est fait. Et cette formation donc, avait été faite en décembre 2020 et on a commencé à appliquer ça. Et en parallèle de ça, l'Institut travaillait sur un référentiel d'éco-conception qui va être rendu public d'ailleurs par la direction interministérielle du numérique dans quelques jours. Olivier Joviado en parlait ce matin. Et il sera possible de le faire progresser. Donc aujourd'hui, il y a 491 bonnes pratiques dans ce référentiel, dont une soixantaine de bonnes pratiques, par exemple, dans la famille UX/UI, donc tout ce qui est interface utilisateur. Donc ça, c'est voilà, des choses qu'on est en train de prendre en compte au sein d'Airbus. 491 bonnes pratiques, il faut quand même toutes les regarder ce qu'on fait déjà. Dans le cas des UX/UI, par exemple, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de choses qu'on faisait déjà sans savoir que ça avait des bénéfices environnementaux. On le faisait pour d'autres raisons. Puis après, il y a d'autres familles d'actions hein, sur ce qu'on appelle le hosting, donc tout ce qui est relatif aux serveurs et aux data centers. Donc, Airbus a beaucoup de data centers en Europe, hein, des gros et des petits. On en a plus d'une vingtaine. Sur le choix des serveurs eux-mêmes, alors un moyen simple de rentrer dans l'éco-conception, c'est aussi de requérir des écolabels pour ces équipements. Donc, l'Institut du numérique responsable a contribué à faire le guide des achats numériques responsables qui lui aussi a été repris par la DINUM et qui est en train de généraliser au service public. Et donc, on a fait le tri dans les écolabels qui sont pertinents, comme TCO et EPIT, et puis les écolabels qui sont uniquement des labels énergétiques, comme Energy Star. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas pertinents, puisque TCO et EPIT se réfèrent à Energy Star sur la partie énergie, mais TCO et EPIT prennent en compte le cycle de vie avec la fabrication, la possibilité de gérer la fin de vie des équipements, etc. Donc, la démarche est plus complète, sachant que le gros de l'impact du numérique, c'est lié à l'extraction des ressources pour fabriquer les équipements. Donc ça, c'est vraiment important de le prendre en compte. Donc sur l'éco-conception, on est en train de déployer ce guide de conception responsable des services numériques qui va évoluer, hein, puisque aujourd'hui, il va y avoir un appel à l'enrichir de la part de la DINUM. Et puis voilà, une fois qu'il sera déployé, on va mesurer où est-ce qu'on en est, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait déjà, qu'est-ce qu'il est facile de mettre en œuvre avec beaucoup d'impact, et puis après, qu'est-ce qui aura peu d'impact, mais qui va demander beaucoup d'efforts, et donc l'on traitera avec une priorité moindre. Ce qui est important aussi, c'est d'impliquer les bonnes compétences, parce que voilà, il faut vraiment une variété d'acteurs pour pouvoir traiter ce sujet, ne serait-ce que choisir les bonnes pratiques qui sont pertinentes. Donc, il faut avoir des architectes entreprises, des architectes informatiques, des développeurs, des personnes plus spécialisées en UX/UI, avoir un panel d'experts qui peut constituer le collège apte à prendre en compte ces éléments-là. Et puis, bien sûr, des personnes qui ont plus une connaissance énergétique et environnementale, donc qui auront plus mon profil. Un des gros enjeux aussi, c'est bien d'avoir un référentiel et de le déployer. Encore faut-il mesurer l'impact de ce que l'on met en œuvre. Et donc là, il y a beaucoup de choses qui sont encore en devenir, qui ne sont pas encore écrites. Donc j'ai pour habitude de dire qu'on a l'application Yuka qui nous permet d'aller au supermarché et de connaître le contenu en graisse de chacun de nos paquets de céréales. Par contre, on n'a pas le Yuka du numérique qui nous dirait quel est le contenu en gras de chacune de nos applications, de chacun de nos services. Donc là, il y a aussi beaucoup de choses à mettre en place pour améliorer la mesure et pouvoir s'assurer que ce que l'on fait est à la hauteur des enjeux. Et il va permettre d'effectivement réduire les impacts. Il faut savoir que l'IT est plein d'effets rebonds et que parfois, avec les meilleures intentions du monde, on continue d'augmenter les impacts, voire on les aggrave. Donc la mesure est vraiment très, très importante. Et pour ça, il y a besoin de progresser sur les outils qui vont permettre de mettre ça en place. Voilà, s'il y a des questions, je serai ravi d'y répondre. Moi, je propose peut-être une question là, qui était posée. L'autre, je la garde pour la fin. Une personne demandait, Thibaut Malbert demandait, est-ce qu'il y a des noms de formation que vous recommandez? Alors oui, il y a des formations qui s'appellent éco-conception des services numériques. Donc ça, vous allez en trouver
auprès de Bureau Veritas. Bureau Veritas en fait. Après, l'Institut du numérique responsable va communiquer une liste, alors elle n'est pas encore en place, mais ça ne va pas tarder, une liste des formations qui permettent de recevoir le label. Alors là, je parle pour les impacts environnementaux, mais il y a aussi les impacts sociétaux avec l'accessibilité, etc. Donc, il y a des formations sur l'accessibilité. Sur l'analyse cycle de vie, il y a des formations qui sont dispensées, par exemple, par APL, par Dès Demain. Alors, je sais que Julie va prendre un petit peu de distance sur ces sujets. Mais voilà, on trouve des formations sur analyse cycle de vie des services numériques. Et puis après, il y a des formations plus généralistes, donc type état de l'art. Et puis moi, je compléterais, j'encourage la personne à regarder en replay si par cas elle n'a pas suivi l'atelier précédent qui portait sur les formations. Cet atelier sur les formations où il y avait également une présentation des formations universitaires, mais aussi formations tout au long de la vie, hein, qui sont proposées entre autres par la CCI, le réseau des CCI, qui s'adresse à divers types de publics. Donc, il y a plusieurs dispositifs, mais je pense qu'en allant aussi sur le site de l'INR, tout dépend aussi de ce qu'on recherche, hein, si c'est un niveau de sensibilisation, ce que disait très bien Emmanuel, une formation générale ou une formation spécialisée. Je crois qu'il faut aussi préciser sa demande, mais ça commence à venir. Enfin, je pense qu'en s'adressant même au réseau des CCI ou à quelques acteurs ou en posant des questions à l'adresse de l'INR, la personne aura des informations précises. Oui, tout Hein, à fait. tu Je vais confirmes, Emmanuel? compléter même oui, sur l'Institut. J'aurais dû commencer par là. L'Institut du numérique responsable a mis en place un module de sensibilisation, donc un e-learning, qui est disponible depuis le site. Sinon, vous tapez academie.nr.org et vous allez tomber dessus. C'est disponible en français et en anglais. Donc, le module de sensibilisation fait environ 30 minutes. Et puis après, il y a un MOOC qui est un petit peu plus long, qui fait 14 modules. Donc, ça permet de le faire petit à petit par coup de 5 à 20 minutes de module. Et qui va être revu. On va faire une édition 2 qui devrait sortir vers décembre ou début 2020. Et il y a la possibilité de passer la certification à l'issue de ces formations. D'accord. Alors, je vais passer la J'ai vu qu'il y a parole. une autre question sur le référentiel des bonnes pratiques. Oui, une question de savoir si, Donc la réponse est oui. voilà, sont accessibles à tous, c'est l'objectif. C'est l'objectif justement de construire des outils qui soient accessibles à tous les acteurs qui sont face à ces préoccupations, à ces sujets. Claudia, je te laisse la parole. Tu veux bien? Bonjour tout le monde. Alors là, c'est un peu le grand écart entre Airbus et Syme qui fait une dizaine de personnes. Mais j'ai entendu ce matin que le numérique polluait autant que les transports aériens. Donc, je me sens tout d'un coup tout à fait importante. Alors, chaque année, on a 1200 milliards de photos qui sont prises. 24 millions d'appareils photo qui sont produits. Apple a vendu 100 millions d'iPhone en 7 mois. Et tous les jours, vous et moi échangeons 500 millions de contenus visuels entre Facebook et Instagram et les mails. Et en fait, le sujet de la photo digitale, on l'imagine immatériel, léger, sans trace. Il n'y a plus de papier. Et évidemment, on sait tous que c'est loin d'être le cas. Donc, l'ambition de notre petite société Syme est d'aider les photographes pros ou amateurs de sortir de la boulimie photographique, d'y voir aussi plus clair dans les photos qu'on a aujourd'hui disséminées partout sur des disques, sur des clouds, dans plein d'applications propriétaires. Et au final, on est chacun bien capable de savoir combien de duplications on a et finalement de trouver une photo qu'on chercherait en particulier. Alors, nous, on croit au less is more, à la frugalité pour mieux profiter de ce qu'on a et des choses auxquelles on tient vraiment, et d'appliquer cela à la photo, aux photos qu'on accumule. La
la démarche de désencombrement est vertueuse pour la planète. Et ce matin ou cet après-midi, dans d'autres ateliers, on a parlé de santé mentale. Et clairement, ça peut être appliqué aussi au monde de la photo, au monde de tout le contenu numérique qu'on produit avec de plus en plus de facilité et qui nous rend pourtant incapables de produire le fameux album annuel qu'on promet à tous et qu'on ne fait jamais, quoi. Du coup, quand Christophe Fernic de la CCI nous a parlé du projet Négaoctet porté par l'ADEME, on s'est dit qu'avec une mission comme la nôtre, commencer par balayer devant notre porte en rentrant dans une démarche d'éco-conception, c'était un préalable plutôt raisonnable. La partie éco est au centre du projet qu'on a pour nos clients. Donc, nous l'appliquer à nous, c'était pas mal. Et comme pour Airbus, la première étape, ça a été de former les développeurs en participant aux formations d'éco-conception numérique. Alors, c'est des formations qui sont assez légères, hein, au moins celles qu'on a prises. Des formations sur 2 jours. Et pourtant, les questions qui sont posées, les réflexes qu'ils amènent, pour moi, sont absolument cruciaux et nous ont clairement permis de nous poser pas mal de questions et de remettre en cause des éléments de design. Alors, dans le cas présent, on a aussi une période d'analyse très profonde avec le bureau Veritas. On a décortiqué notre offre, décrit chacun des composants techniques ou des flux qu'on était en train d'imaginer pour notre plateforme de photos. Et de cette analyse, en fait, est née une série d'arbitrages, de choix qu'on a pris ou qu'on va prendre, qu'on va remettre encore en question au fil de l'eau, mais qui nous permettent d'avancer au mieux. Alors, dans notre cas, ce qui était intéressant, c'est que les considérations de coûts pour nos clients, les considérations de vitesse aussi, soit de développement, soit de transfert, d'affichage, et puis les considérations écologiques sont totalement alignées. Donc, comment dire, il n'y a pas eu pour le moment de dilemme ou de choix à faire en se disant si on choisit une solution plus écologique, ce sera au détriment de telle ou telle qualité ergonomique. Voilà. Là, on en est maintenant au stade de l'implémentation de nos idées et on commence aussi dès à présent à entamer un 4e volet qui est celui de la communication. Dans le cas présent, la communauté des photographes au niveau international est finalement très peu, le sujet de l'écologie apparaît encore très peu dans ce milieu-là, et c'est assez paradoxal parce que les photographes sont tous des amoureux de la photo, ils font la promotion de l'écologie en général, mais pas tellement, les questions de l'écologie sur leur pratique sont très peu abordées. Et du coup, notre idée est de mettre en parallèle des outils d'IA qui seront inclus dans nos produits, de mettre aussi des outils d'auto-évaluation pour les photographes, et notamment pour chacun de mesurer son empreinte de photographe, en y incluant évidemment le nombre de photos prises et de photos transférées, mais aussi le poids du matériel, le poids du renouvellement du matériel, du dernier petit objectif qu'on a envie de s'offrir parce qu'il est un peu plus léger. Et donc ça faisait partie, la fabrication
ce calculateur faisait partie intégrante de ce projet de collaboration qu'on a eu avec le bureau Veritas. Il va être intégré dans les prochaines semaines sur notre site et à terme dans notre plateforme de gestion de photos, avec des vrais incentives pour aider en fait nos utilisateurs à faire le ménage et voilà, à éviter d'avoir un gros fatras de méga haute tête qui traînent dans les clouds. Voilà. Alors aujourd'hui, le programme est bouclé, mais on va mettre évidemment en place une série d'itérations pour continuer notre process d'amélioration en fait de nos outils. Notre démarche, elle est très modeste. On n'a pas, comment dire, on est des apprenants en même temps qu'on est des faisants. Et évidemment, comment dire, rien n'est jamais assez bien, mais chaque pas compte, quoi. Donc, moi, je me réjouis en fait, de rentrer dans cette démarche, de sentir qu'on est en cohérence sur le fond et la forme. Mais voilà, en tant que dirigeant de petite boîte, cette démarche, elle est faite bien sûr toujours de compromis, de questionnement, de renoncement et en même temps de challenge qu'on se lance les uns les autres. Moi, je me réjouis de toute la démarche de collaboration qui existe dans la région. Ce matin, on a entendu parler de plein d'associations ou de dispositifs qui sont mis en place. Moi, je suis un peu moins initiée que Emmanuel. Et évidemment, je me dis que l'avenir est à construire et il sera construit ensemble dans la connaissance, dans le partage de connaissances. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Claudia. Oui, il y a peut-être des questions, n'hésitez pas. Alors, il y avait une première question à laquelle je n'avais pas répondu tout à l'heure, qui était une association peut-elle aussi bénéficier du dispositif d'accompagnement à l'éco-conception? Oui, c'est envisageable, tout dépend du projet, mais il n'y a pas de raison que dans un projet d'éco-conception de services numériques. Donc, n'hésitez pas à me faire part de précisions sur votre demande. Donc, voilà, il y avait une question sur les résultats que vous avez obtenus, mais je crois que là, il y a eu des réponses de la part de Claudia sur le travail qui a été fait. Je ne sais pas ce que vous entendez par quels sont les résultats. Je pense que déjà, c'est de s'engager et puis d'arriver à un produit qui somme toute, remplit à la fois les attendus ces attendus et puis d'être en cohérence justement avec l'engagement de l'entreprise sur les questions environnementales et d'avoir pesé vraiment avec, de manière éclairée, hein, les choix. Je pense que c'est ça, Ouais, Claudia, hein? ouais. Pareil Et pour pour nous, en Emmanuel, je fait, pense. moi, je pense que, moi, je crois beaucoup à l'information et typiquement, quand on va traiter le sujet des backups, bon, pour le moment, nous, on développe une solution qui ne fait pas de copie supplémentaire des photos. Donc ça, c'est un postulat de base, il n'y a aucune autre solution qui le fait. Mais quand on va aider les gens à faire le tri de leurs photos, on va aussi les guider dans leur stratégie de backup. Hein, les stratégies classiques 3-2-1, 3 backups, 2 types de backups différents et au moins un off-site. On va forcément proposer des solutions de backup dans le cloud. Alors, ce ne sera pas nous qui développerons le cloud, mais là, on va informer. Il va y avoir des alternatives pas chères et des alternatives plus ou moins écologiques. Ces alternatives seront notées et c'est finalement à l'utilisateur de faire ses choix en âme et conscience. L'idée, c'est d'informer
de mettre chacun face à ses choix. Et aujourd'hui, pour nous, le combat, c'est d'arriver à avoir de l'information qui soit juste, de pouvoir la mettre à jour en temps réel et de ne pas avancer des chiffres qui soient trop approximatifs ou trop discutables, quoi. Donc, pour moi, le résultat, ce sera, la prise de conscience des photographes. C'est de notre côté d'avoir des solutions les plus respectueuses possibles, et pour nos utilisateurs d'avoir de l'information qualitative qui leur permette de faire leur choix en toute responsabilité et d'arrêter en fait d'être ce que j'appelle des grands pollueurs numériques qui s'ignorent. Peut-être pour compléter là, sur la question des résultats, nous venons de démarrer une étude justement pour mesurer les bénéfices économiques de projets d'éco-conception. Alors, éco-conception au sens large, hein. Dedans, il y a sûrement des projets d'éco-conception numérique. Mais donc, cette étude vient de démarrer et elle fait suite à une étude qu'on a menée il y a quelques années et sur un nombre plus petit d'entreprises et qui montrait que systématiquement, il y avait des bénéfices économiques. Et en fait, pas que économiques, il y avait aussi des bénéfices très importants en termes de management et en termes internes à l'entreprise, puisque ça permet de faire travailler tout un tas de services différents sur un projet commun. Et c'est d'ailleurs ça que retiennent le plus les entreprises qui ont fait de l'éco-conception. C'est cet aspect-là, encore plus que les bénéfices économiques. Emmanuel, si tu veux ajouter quelque chose, toi, la façon dont c'est aussi approprié dans une grande entreprise et cet aspect stratégique, hein, de l'éco-conception, peut-être? On t'entend pas. Pardon, oui. Deux questions différentes. Donc, la première sur la mesure des bénéfices. Donc, sur l'éco-conception, très clairement aujourd'hui, on n'a pas encore les outils qui permettent de vraiment dire de combien on va réduire. Donc, des fois, on sait à peu près calculer parce qu'on sait dire que si on a réduit l'empreinte d'un service et que du coup on sollicite 2 fois moins les machines virtuelles, on va pouvoir libérer 2 fois plus de place. On sait faire quelques ratios et puis pouvoir dire voilà en termes d'impact direct voilà ce que ça donne et puis en impact indirect si on a une analyse cycle de vie d'un serveur on sait en dire un petit peu plus mais ça vaut ce que ça vaut parce que ça remplace pas une vraie analyse cycle de vie, hein. Donc il y a beaucoup de choses à mettre en place pour vraiment mesurer les bénéfices. Après sur l'aspect stratégique, aujourd'hui l'actualité nous donne plein d'opportunités pour dire l'éco-conception, c'est l'avenir. Donc, je vais prendre l'exemple de TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, que personne ne connaissait il y a encore un an et que tout le monde a découvert grâce à une magnifique sécheresse sans précédent à Taïwan, qui a empêché de fabriquer les semi-conducteurs, qui a empêché de recevoir les composants électroniques tant pour nos PC chez Airbus que pour fabriquer les véhicules français, les voitures françaises. Donc d'un seul coup, on s'est rendu compte qu'on était très dépendant et qu'en plus, les pays dont on est très dépendant sont très exposés au réchauffement climatique et qu'il va y avoir un problème. Donc la stratégie, c'est ça, c'est que si on éco-conçoit bien nos services, on est moins dépendant du fait d'avoir des machines qui deviennent obsolètes, donc obsolescence matérielle qui est quand même créée par de l'obsolescence logicielle, puisqu'il faut tout le temps plus de puissance pour pouvoir faire tourner les logiciels. Donc la lutte contre l'obsolescence, ça devient vraiment un sujet stratégique et on peut mentionner que le gouvernement allemand est en train de vouloir faire passer une loi pour augmenter l'obligation qui est faite aux fournisseurs d'operating system pour les smartphones, donc les Android, etc., les iOS. Et ils veulent obliger que la maintenance le support technique sur ces OS soit maintenu pendant 7 ans. Aujourd'hui, c'est 4 ans. Alors, bien sûr, il y a une levée bouclier, il y a du lobbying qui va se faire, mais on peut voir qu'il y a des enjeux de ce type-là. Et alors là, par contre, on est capable de chiffrer le bénéfice. C'est-à-dire que si on augmente la durée de vie par 2 d'un équipement, on divise son empreinte environnementale par 2. Ou presque, parce qu'il y a encore sa consommation énergétique.
complément là-dessus, Erwan, Claudia? Je pense que quand on parlait des usages aussi à apprendre à utiliser, ça permet d'allonger aussi la durée de vie de certains produits. Donc, certes, les usages ont moins d'impact que la fabrication, mais les usages aussi ont parfois poussent aussi à peut-être parfois changer justement les usages, les us et coutumes peut-être poussent à changer de matériel et parle plutôt de pratiques individuelles peut-être plus que de pratiques collectives en entreprise parce qu'il peut y avoir une politique d'achat, une stratégie d'entreprise pour justement allonger la durée de vie des matériels. Mais effectivement, les usages aussi sont importants pour gagner justement en durée de vie. Si on sollicite moins, on pourra peut-être le garder plus longtemps. Je sais pas, Erwan, un complément là-dessus? Non, effectivement, oui, on est bien sur une analyse de tout le cycle de vie, donc il faut agir partout, aussi bien sur la fabrication, mais aussi sur les usages ou Sur la fin de vie. la fin de vie ou le comportement à l'achat. On sait que la plupart des smartphones sont remplacés alors qu'ils fonctionnent encore. Donc, enfin voilà, il faut progresser sur ces sujets-là, aller vers le reconditionnement, vers la réparation. C'est tout l'enjeu aussi des indices qui ont été mis en œuvre récemment, l'indice de réparabilité depuis le 1er janvier 2021 sur 5 familles de produits. Et on voit, enfin, un des objectifs, c'est évidemment d'informer le consommateur, mais l'objectif premier de cet indice, c'est d'initier des démarches d'éco-conception par les fabricants. Et on voit que ça porte ses fruits puisque un poids lourd comme Samsung a déjà modifié un peu son process en mettant à disposition à l'ensemble des réparateurs la documentation, ce qu'il ne faisait pas avant, pour avoir un meilleur indice. Donc les choses bougent. Là, nous travaillons sur la mise en œuvre de l'indice de durabilité, qui est l'étage supplémentaire à la réparabilité, et qui sera obligatoire au 1er janvier 2024. Et donc, avec la prise en compte dans cet indice, des questions aussi de fiabilité, de robustesse ou d'amélioration du produit. Et notamment la question de logiciel est effectivement très importante, et passer de 4 ans à 7 ans, bah oui, c'est pas négligeable. Alors, a-t-on d'autres questions? Oui, il y avait une question sur les indicateurs Sur les pour le développement de indicateurs. produits et services numériques. Oui. Ouais. Alors ça, je pourrais répondre. Alors, au sein d'Airbus, on a travaillé, le mérite en revient pas du tout à la démarche Sustainable IT, ça a été mis en place avant, sur ce qu'on a appelé un Technical Complexity Index, qui a pour but de mesurer le niveau de complexité de nos applications. Et c'était fait dans une logique plutôt financière, on ne va pas se leurrer. Le travail était remarquable. Ils étaient partis de 65 critères de complexité. Sur la base de leur expérience, on dit on va essayer de cribler nos 5000 et quelques applications sur la base de 16 critères. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'avec 4 critères techniques, ils étaient capables de couvrir 80% de la technicité. Donc ça, c'est un retour d'expérience qui était partagé au sein de l'Institut du numérique responsable. Ça ne s'explique pas en 2 secondes. Hein. C'est quand même assez complexe. Donc, dans les critères de complexité, il y avait par exemple le cloud a été jugé comme permettant de la simplification avec tout ce qui est SaaS, PaaS, IaaS. Donc voilà, il y a certains éléments qui ont été pris comme ça sur le Technical Complexity Index. Et aujourd'hui, quand on est en train de regarder la partie impacts environnementaux, y compris sur le cloud, on s'aperçoit que ça se rejoint beaucoup. Donc un grand principe, c'est quand même quand on simplifie, en général, on réduit l'impact. Puis après, il y a des grands principes aussi. Hein. Dans les grands ordres de grandeur, si on a deux services qui échangent des données, si on est capable de diviser par 2 la quantité de données, on réduit de 30% l'impact. Donc le transfert des données est très impactant. Donc voilà, il y a quelques grands principes comme ça, et très souvent, on transfère beaucoup de données parce qu'on est capable de les transférer et pas forcément parce qu'on en a besoin.
Merci pour ces précisions. Ah, je vois qu'il y a une nouvelle question. Ah, alors là, voilà, il est demandé s'il y a un lien vers les résultats de l'étude. Ça, je ne suis pas sûre, je ne sais pas. Ou alors, c'est il y a des informations peut-être au sein de l'INR, mais Emmanuel? Alors, je pense que c'est l'étude de l'ADEME qui est. Je ne sais pas si c'est La celle-là. question est pour l'étude de l'ADEME, je pense. Si c'est Je- les résultats de l'étude de bénéfices économiques, Laquelle? alors là, on en a déjà une qui est sur notre site internet et on en démarre une autre là. Alors là, pour le coup, on n'a pas les Ah, résultats, mais bah la non, première, celle-là, elle démarre tout juste. Ouais. Je ne sais pas si c'est de cette étude qu'il est question. je ne sais pas non plus. Monsieur. Alors, Alors. Nanana, d'accord, merci. Donc, non, mais je pense que c'était ça. Donc, monsieur Johan a eu sa réponse. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Vous êtes nombreux. Il y a peut-être des questions parmi j'informe nos intervenants. Il y a une centaine de participants. Il y a 106, 105. Donc, et il y a là, des questions dans le chat. non. Oui, sur le Technical Complexity Index. Ça, je ne sais pas s'il y a des... dans le chat, alors... Ah oui, non, je ne sais pas. Il y a une question sur comment et avec quels outils les mesurer. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas de réponse simple à cette question. Aujourd'hui, pour mesurer l'empreinte d'un service numérique, il faut réaliser une analyse cycle de vie. Donc nous, on l'a réalisé aujourd'hui sur un service. C'est le service le plus énergivore, c'est le calcul scientifique. Il se trouve que EcoInfo, donc, qui est le groupement de services du CNRS, avait fait le même travail de son côté. On n'était pas du tout au courant, on l'a fait en parallèle. Et on a réussi à se trouver, on a comparé nos résultats, on a des résultats qui sont très très cohérents. Donc là, on est capable de répondre sur ce service-là, de dire qu'une heure de calcul CPU, voilà, c'est de l'ordre de 6 à 8 grammes de CO2 équivalent. Et on sait dire quelles sont les causes de l'impact, qu'est-ce qui est relatif à la fabrication des serveurs, qu'est-ce qui est relatif à la consommation énergétique, qu'est-ce qui est relatif à la maintenance, etc. Donc on a de bonnes pistes grâce à l'analyse cycle de vie. Et après, qu'est-ce qu'il y a comme piste d'amélioration? On avait au niveau du data center, on a trouvé des choses assez intéressantes comme d'aller travailler sur les onduleurs, donc puisqu'on a des redondances, de mettre des onduleurs en veille profonde. On a même trouvé des quick wins, hein, des gains rapides où on a eu des retours sur investissement à 6 mois. Donc là, ce sont des pépites. Bon, des pépites, on n'en trouve pas tous les matins non plus. Et après, il y a des possibilités de travailler sur les data centers, de travailler surtout sur la sensibilisation des utilisateurs finaux, de manière à ce que lorsqu'ils font leur code, on ait le moins d'itérations possible et qu'on essaie de faire tourner des codes qui ont déjà été optimisés et qui sont Optimisé. les plus robustes possibles et qui ne vont pas planter. Après, en termes de compétences, on peut faire ça en interne quand on est une grosse structure comme Airbus ou demander à des bureaux d'études pour faire une prestation de diagnostic, par exemple éco-conception, sur la base d'analyse de cycle de vie ou d'analyse de cycle de vie simplifié. Et c'est par exemple ça qu'on finance à travers notre dispositif sur la plateforme Agir. Donc il y a un certain nombre de bureaux d'études qui sont spécialisés là-dedans et qui vous aideront aussi pour les plus petites structures à analyser votre service numérique avec une vision cycle de vie et regarder là où sont les principaux impacts. Et puis un principe simple, mais je ne vais pas dire que la mise en œuvre est beaucoup moins simple qu'il n'y paraît, c'est vraiment l'expression du besoin, d'aller au juste besoin et de ne pas introduire des besoins interprétés ou se dire ah ouais mais ça ce serait bien en plus, etc. Donc vraiment répondre au juste besoin, et ça c'est la base de tout ce qui est UX UI, et c'est un vrai savoir. C'est pour ça que je dis le principe est simple, sa mise en œuvre nécessite des compétences. Il y a une question de Sylvain Chéry. Y a-t-il des secteurs d'activité dans lesquels les entreprises sont plus sensibles à ce sujet, plus prêtes à investir dans l'éco-conception de leurs services numériques?
Erwan, as-tu des Oui, réponses clairement. là-dessus par rapport au retour ou Emmanuel, de par ta De par participation à l'INR, l'INR? oui, on est capable de le dire, hein. Si vous regardez quels sont les membres de l'Institut du numérique responsable, vous allez sur le site et vous regardez et vous allez voir que le secteur économique qui est le plus représenté, ce sont les banques. Il y a 2 explications à ça. La première explication, c'est que l'IT, c'est quand même 15% de leurs frais fixes. Donc, si on est capable de rentrer dans une logique de sobriété et de réduire ces cours-là, ça va beaucoup les intéresser. Enfin, en tout cas, ça peut les intéresser. Et puis par ailleurs, aujourd'hui, on note quand même que le secteur de la finance est en train de mettre une certaine pression aux entreprises, dont les entreprises du secteur aérien, sur les risques qu'ils induisent par leurs activités et sur les risques auxquels ils sont exposés. Donc aujourd'hui, les actionnaires sont inquiets pour leurs actifs. Et on peut prendre l'exemple de la Pacific Gas and Electricity Company. Si vous allez sur Internet, que vous cherchez Wall Street Journal Pacific Gas and Electricity Company, vous allez voir leur titre qui était première grande entreprise victime du réchauffement climatique et pas la dernière. Parce qu'ils ont été responsables des incendies de Paradise en décembre 2018, janvier 2019. Plusieurs milliers de maisons brûlées, 86 morts. Les conséquences financières de ce désastre, ça a été leur chiffre d'affaires annuel. Et ça, c'est une entreprise qui alimente la Silicon Valley en électricité. Donc on se dit, elle a un avenir tout tracé. Elle est sur le vecteur énergétique que tout le monde veut pour décarboner, même si parfois son contenu carbone est plus important qu'on ne croit. Et elle alimente la Silicon Valley qui est en croissance de chiffres par an. Et ben oui, elle est en banqueroute aujourd'hui. Donc les risques environnementaux, voilà, ça peut mettre des entreprises à plat. Et avec le Covid, j'espère qu'on l'a un peu plus compris. J'espère que ça répond à la question de monsieur. Y a-t-il d'autres questions, d'autres interventions, d'autres précisions? On arrive à la fin de cet atelier. Moi, je tiens à remercier nos 3 intervenants. Je crois que je dirais, il n'y a pas photo pour Claudia. Il n'y a pas photo, il faut y aller. L'éco-conception services numériques, c'est un moyen vraiment de déjà d'identifier où on peut agir et peut-être être aussi en capacité d'être en phase avec les préoccupations actuelles et les valeurs parfois des entreprises, hein, puisqu'on a quand même beaucoup d'entreprises voilà, qui cherchent aussi à avoir à la fois ont des produits vertueux. La question de l'aspect numérique se pose parfois et c'est un moyen d'être en phase complètement dans sa stratégie à la fois de production et de création. Est-ce que certains veulent compléter? Non, c'est bon. Bah, écoutez, je vous remercie tous. Peut-être un mot? Il y avait un mot supplémentaire? Non, non, c'était Non? pour remercier aussi. Bah, en tous les cas, un grand merci à tous et puis vous retrouverez cet atelier en replay et je pense que le lien est le lien. Claudia, tu m'entends? Oui, pardon. Le lien sera actif, hein, c'est bien ce que tu disais, ou on le Voilà, retrouvera alors, sur votre site? voilà, le lien il va être activé dans les jours qui arrivent. Et en attendant, si vous pouvez laisser votre nom, et en tout cas, on vous enverra un petit signal quand tout sera bien au carré et vérifié et débugué. Très bien, merci. En tous les cas, sachez qu'un certain nombre d'opérations en matière d'éco-conception numérique sont en cours hein, en Occitanie, mais pas que. Hein. Erwan a présenté notre dispositif. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Agir de l'ADEME et également, si vous avez des questions, à vous adresser à moi si je serais ravie de vous renseigner.
Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et il reste quelques ateliers à partir de 17 h. Il y a 3 ateliers en parallèle que vous pouvez suivre. Sinon, vous les retrouverez aussi en replay. Merci à tous. Bonne fin de journée. À très bientôt. Au revoir. Bonsoir. Au revoir. Merci Emmanuel, Claudia et Erwan. Merci. Merci Véronique. Merci à bientôt. tous. Au revoir. Bonne fin de journée. À bientôt.